Maître, chers confrères, permettez-moi de vous présenter le cours sur les nouvelles recommandations des grossesses et maladies cardiovasculaires. Donc pour ce faire, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une introduction, un petit rappel physiologique, les principales cardiopathies rencontrées durant la grossesse. Ensuite, nous parlerons des principes généraux de prise en charge, puis on abordera les recommandations, les nouvelles recommandations sur les cardiopathies congénitales, les pathologies de la haute, les valvulopathies, les coronaropathies, les cardiomyopathies, les arythmies, l'hypertension artérielle et la grossesse. Et on parlera brièvement des maladies thromboemboliques. Puis, on finira par une conclusion. Donc, en introduction, l'incidence des cardiopathies au cours de la grossesse reste stable au cours de ces dernières années, avec une morbimortalité en diminution tout en restant préoccupante. La prise en charge des cardiopathies au cours de la grossesse pose deux grands problèmes. Leur évaluation et le suivi de cardiopathies préexistantes à la grossesse qui peuvent décompenser à tout moment. La grossesse chez ces personnes doit être idéalement planifiée afin d'optimiser le statut fonctionnel avant la conservation, et la prise en charge des décompensations aiguës doit être multidisciplinaire. Comme on le constate sur le registre des Royaumes-Unis, qui est un registre qui est bien structuré en ce qui concerne les cardiopathies sur grossesse, on remarque que la plupart des décès maternels étaient d'origine cardiaque, dans la majorité des cas. Il faut savoir que la répartition des cardiopathies sur grossesse dépend de la répartition de l'épidémiologie des cardiopathies dans chaque pays ou dans chaque zone. Donc, c'est comme ça que dans les pays développés, donc en Europe et en Amérique du Nord, on aura une plus grande récurrence des cardiopathies congénitales chez la femme de l'ordre de 70% et une faible incidence des cardiopathies rhumatismales de l'ordre de 20%. Dans les pays en voie de développement, on aura la répartition inverse. Plus de cardiopathie rhumatismale et moins de cardiopathie congénitale chez la femme enceinte. Et dans les pays intermédiaires, comme la Turquie ou la Pologne, on voit que la prévalence des cardiopathies rhumatismales est de l'ordre de 80 à 60%. Donc, pour le rappel physiologique, la grossesse induit un stress hémodynamique permanent. Donc, on aura une augmentation de la volémie de l'ordre de 50% avec le débit cardiaque qui nous concerne, qui va augmenter entre 30 et 50% à partir du premier trimestre et va atteindre un paroxysme au 5e mois. Ici, va atteindre un paroxysme au 5e mois jusqu'au 8e mois. Il va rester stationnaire à son maximum. Donc, cette augmentation du débit cardiaque est due à une augmentation des deux composantes du débit cardiaque, du volume d'éjection systolique et l'augmentation de la fréquence cardiaque. L'augmentation du volume d'éjection systolique est due à l'imprégnation hormonale. Donc, à l'imprégnation hormonale, et la tachycardie, elle augmente avec la fréquence cardiaque. À ce stade, on a un risque d'arythmie majorée chez les patientes. Il faudra surveiller. À la fin de la grossesse, on aura l'accouchement qui représente un stress hémodynamique permanent supplémentaire différent de celui de la grossesse, parce qu'on n'aura plus une augmentation continue du débit cardiaque, mais une augmentation paroxystique du débit cardiaque avec les contractions du travail d'accouchement. Donc on remarque que le débit cardiaque avant l'accouchement, il est de l'ordre de 7 litres par minute. Avec les contractions, il augmente jusqu'à atteindre 10 à 11 litres, soit le double du débit cardiaque avant la grossesse. Et il augmente au fur et à mesure des contractions. Donc, il faut également remarquer qu'il ne faut pas baisser de vigilance dans les 24 heures postpartum, parce que dans les 24 heures postpartum, on remarque que le débit cardiaque il est toujours élevé et égal à celui qu'il était avant la grossesse, c'est-à-dire de l'ordre de 6 à 6 litres par minute. Il n'est pas rare de rencontrer des OAP au deuxième ou au troisième jour. Dans cette phase, il faut vraiment surveiller les patients en postpartum parce qu'elles peuvent décompenser. Les autres changements durant la grossesse, ce sera une altération de l'hémostase qui va entraîner aboutir à une hypercoagulabilité, les anomalies du métabolisme glycidique et des médicaments pendant 3 à 4 semaines après l'accouchement. Donc, dans ce cours, nous aborderons les nouvelles recommandations sur les cardiopathies des maladies vasculaires et grossesse.
Donc, c'est des recommandations basées sur les anciennes recommandations de 2011 et les recommandations de la Société américaine de cardiologie. Les différentes cardiopathies retrouvées dans la grossesse, donc par répartition selon les pays et selon les zones, on aura dans les pays en voie de développement les cardiopathies valvulaires qui seront plus fréquentes de l'ordre de 50 à 90%. Ensuite viendront les cardiopathies congénitales qui sont plus fréquents en Occident et dans les pays développés. Ensuite, les cardiomyopathies qui sont rares mais sévères, les coronaropathies, les arythmies fréquemment associées à des anomalies structurelles, anomalies cardiaques structurelles, l'hypertension artérielle et les maladies thromboemboliques, les maladies thromboembolisques comme la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire. Les principes généraux de prise en charge des cardiopathies précoces. Avant tout, il faudra faire le diagnostic de ces cardiopathies, ou si elles existent déjà, il faudra évaluer la tolérance clinique. Donc, il faut faire un examen clinique approprié en recherche du diagnostic, comme les valvulopathies qui peuvent être diagnostiquées dans la grossesse, ou de la tolérance si il y a d'autres cardiopathies préexistantes. Il faut rechercher l'histoire de la maladie, les examens cliniques, l'auscultation. Il faut évidemment faire un électrocardiogramme, l'échographie transthoracique, qui est atraumatique, qui est l'examen de choix. On peut également faire une imagerie par résonance magnétique, évidemment sans injection de gadolinium. Les tests d'effort, de préférence réalisés avant la grossesse, mais ils peuvent également être réalisés au cours de la grossesse chez les patients asymptomatiques avec des tests sous-maximaux, inférieurs à 80% de la fréquence cardiaque maximale. On peut également réaliser les échographies de stress, mais avec une ergonométrie à la bicyclette. Elles sont plus spécifiques au diagnostic et l'échographie de stress à la dobutamine est rarement indiquée dans la grossesse. Également, on peut avoir recours aux examens qui vont exposer la femme aux radiations. Donc, il n'y a aucune preuve de risque accru pour le fœtus. Il y a un tableau qui va nous renseigner sur les doses d'irradiation en fonction des différents examens et qui va nous permettre de poser l'indication et de stratifier le risque. Ces imageries peuvent être de principales injections, surtout pour l'embolie pulmonaire où on devra faire un scanner thoracique ou les interventions cardiaques percutanées. Également pour le diagnostic, pour le suivi, on peut faire des tests génétiques et on peut avoir recours aux tests génétiques et cancer. Donc, ensuite nous allons parler du temps et du mode de délivrance chez la femme cardiopathe pendant la grossesse. Il faut savoir qu'il faut privilégier la voie basse chez ces femmes si la cardiopathie est stable. Il faut favoriser l'apparition du travail spontané avec une large utilisation de l'analgésie péridurale. Par contre, il faut induire le travail d'accouchement à partir de 40 semaines d'aménorrhée chez toutes ces femmes avec une utilisation sur des prostaglandines, mais préférer les méthodes mécaniques pour le travail d'accouchement. Également, on aura recours à la césarienne périmortelle si le pronostic maternel est engagé et il doit être réalisé dans les 4 minutes suivant un arrêt cardiaque. La césarienne est indiquée en cas de travail prématuré chez les patients sous anticoagulants oraux, en cas de syndrome de Marfan ou les autres anévrismes de l'aorte ascendante, s'il y a une dissection aortique, une sténose aortique sévère, syndrome des Eisenmenger, ou si la patiente est en insuffisance cardiaque sévère. Il faut savoir que la prise en charge de ces patientes est multidisciplinaire, surtout chez les patientes à haut risque. Venons-en à la stratification du risque. Chez ces femmes, il faut stratifier le risque et pour cela, on a plusieurs scores pour le faire. Le plus utilisé, c'est la classification de l'OMS qui regroupe vraiment toutes les pathologies et qui est regroupée en 4 classes. Après, on a le score de Capreg qui est un score qui vient des études canadiennes sur les cardiopathies congénitales et valvulaires dans différentes populations. Après, on a également le score de Zahara, spécifiquement pour les valvulopathies et les autres scores de pathologies spécifiques qui sont basés sur des études à faible pouvoir statistique qu'on n'utilise pas vraiment. Donc, la classification de l'OMS, on va surtout parler de la classe à haut risque, la classe 4, où la grossesse est contre-indiquée. Et si la grossesse devait survenir dans ces conditions, elle indique une interruption de grossesse, une interruption thérapeutique de grossesse. Dans la classe 4, c'est les patients à très haut risque. Ces
C'est-à-dire, c'est cette classe où on aura une contre-indication si la patiente est atteinte d'hypertension pulmonaire, quelle que soit la cause d'une dysfonction, d'une insuffisance cardiaque avec une FEVG altérée inférieure à 30% ou une symptomatologie NYH à 3 ou 4. Si la patiente avait un antécédent de cardiomyopathie du péripatum avec une dysfonction résiduelle, en cas de syndrome de Marfan avec le diamètre de la aorte qui est supérieur à 45 mm, en cas de sténose mitral ou sténose aortique symptomatique et dans les coarctations sévères. Ça, c'était le score de l'OMS, le groupe 4, le groupe atteint au risque. Il y a également le score de Capret, dont on a parlé tout à l'heure, qui est un score qui est basé sur des populations de valvulopathie et de cardiopathie congénitale dans la population canadienne surtout. Donc, elle comporte quatre grands points, soit une insuffisance cardiaque avec une FEVG inférieure à 40%, une obstruction du cœur gauche, soit une sténose mitrale avec une surface mitrale inférieure à 2 cm² ou une surface aortique inférieure à 1,5 cm², une classe fonctionnelle de la NYH supérieure à 2 ou une cyanose ou un événement cardiaque majeur avant la grossesse. Donc si les patientes ont au moins un des facteurs que je viens de citer, elles sont à risque elles ont une probabilité de 27% de faire des événements majeurs pendant la grossesse, des complications, ou si elles ont plus de un ou deux facteurs, plus de un facteur, elles ont 75% de chances de faire de décompenser leur cardiopathie. Donc, en ce qui concerne les cardiopathies spécifiques, nous allons parler premièrement des cardiopathies congénitales. Nous n'allons pas détailler, seulement il faut savoir que chez les patientes avec des pathologies qui vont entraîner un shunt gauche-droit, le risque de développer une complication est faible à modéré, surtout si elles ont été réparées. Par contre, quand c'est une pathologie avec shunt droite-gauche, surtout les cardiopathies congénitales et les cardiopathies cyanogènes, le risque est modéré si elles ont été déjà réparées. C'est le cas de la plupart d'entre elles dans la tétralogie de Fallot. Le risque fœtal dépend de la tolérance maternelle. Donc, si les cardiopathies sont non opérées ou s'il y a un shunt résiduel à l'opération, ou une saturation en oxygène inférieure à 85%, elles sont à risque très élevé, les shunts droit-gauche. Il faut également parler du syndrome des Zermeger qui en représente 30 à 50% de mortalité chez ces femmes et qui est une contre-indication formelle à la grossesse ou si la grossesse devait survenir, nécessiter à une interruption de grossesse. Ensuite, les obstructions sont qui sont à risque élevé. Les contre-indications, les pathologies contre-indiquant la grossesse sont l'hypertension artérielle pulmonaire, quelle que soit la cause, la transposition des gros vaisseaux avec un ventricule droit systémique et une altération modérée de la fonction ventriculaire droite ou une insuffisance tricuspide sévère, une saturation en oxygène inférieure à 85% au repos et un antécédent de chirurgie de fantôme. On va rappeler un peu les conséquences de l'HTAP chez la femme enceinte qui contre-indique la grossesse chez la femme porteuse d'une HTAP. Déjà, avec la grossesse, on aura une difficulté d'adaptation aux modifications physiologiques de la grossesse avec un risque majeur de décompensation du cœur droit dû à un réseau artériel pulmonaire qui est peu compliant, une augmentation des résistances pulmonaires liées à l'élévation du débit cardiaque et du volume sanguin total et une augmentation de la peau chargée du volume du ventricule droit. Tout cela favorise la défaillance avec un risque vraiment élevé de défaillance cardiaque globale. Au cours de la grossesse, si une femme en HTAP tombe enceinte, 3 périodes sont particulièrement critiques. Au cours du deuxième trimestre, entre 20 et 24 semaines d'aménorrhée, le travail, l'accouchement et la délivrance et le postpartum, notamment dans les 15 premiers jours. Donc, chez la femme avec une HTAP, le suivi qui est enceinte, le suivi doit être mensuel, à minima, une fois par mois,
durant la grossesse. C'est un suivi clinique à la recherche des signes fonctionnels d'hypertension artérielle pulmonaire, des signes de décompensation, notamment décompensation cardiaque droite. L'hospitalisation chez ces femmes, si elles arrivent à poursuivre la grossesse, est systématique à partir de 30 semaines d'aménorrhée. Et un cathétérisme droit doit être réalisé, de référence doit être réalisé systématiquement avant la grossesse, si possible, ou on le réalise le plus souvent dans les 2 à 3 mois postpartum pour évaluer le retentissement de la grossesse sur l'HTAP. Il faut savoir que le boson-temps est contre-indiqué dans la grossesse. Donc, pour résumer, les cardiopathies congénitales qui contre-indiquent la grossesse ou le risque des cardiopathies congénitales dans la grossesse, dans les pathologies avec choc gauche-droit, comme les communications interauriculaires ou les coartations de l'aorte, le risque est modéré, classe 1 de l'OMS. Dans les pathologies comme la tétralogie de Fallot, on aura un risque modéré si ils ont été réparés au préalable. Donc, la transposition des gros troncs artériels représente un risque très élevé et est classé OMS 3. Donc, en ce qui concerne les recommandations sur les cardiopathies congénitales, classe 1C, chez les patients en hypertension artérielle pulmonaire, il faut réaliser un cathétérisme cardiaque avant la grossesse pour confirmer l'hypertension artérielle. Elle peut également être faite durant la grossesse, mais avec de strictes indications. Traiter les patientes avec de l'HBP, le traitement avec l'HBPM est recommandé chez ces patients si elles ont un risque accru de faire des maladies thromboemboliques. C'est une classe 1C. En ce qui concerne les cardiopathies congénitales, vraiment, les patients avec un ventricule droit systémique, une transposition des grosses artères, ou les patients en classe NY3 ou 4 avec une dysfonction ventriculaire, avec une FEVG inférieure à 50%, doivent être prévenus avant la grossesse, ou la grossesse doit être contre-indiquée chez eux. De AC et le traitement anticoagulant doit être systématique chez les patients ayant eu une opération de Fontan. De AC également. On va parler actuellement des pathologies de l'aorte qui sont également un groupe à haut risque. On a 2 groupes, soit les pathologies de l'aorte héréditaires ou non héréditaires. Dans les pathologies de l'aorte héréditaire, nous avons le syndrome de Marfan, le syndrome de Loïs et le syndrome des dettes dans l'os vasculaire. Les non héréditaires ou acquises, les anévrismes de l'aorte. Il y a certaines cardiopathies congénitales qui peuvent également entraîner une dilatation de l'aorte et pendant la grossesse, on a un risque accru de dissection aortique avec les contraintes de pression. Les périodes à haut risque sont vraiment le dernier trimestre. On peut avoir 50% de complications à ce niveau et le postpartum. Toutes les femmes avec une pathologie aortique doivent bénéficier, toutes les femmes avec une pathologie aortique prouvée, c'est-à-dire héréditaire ou acquise, doivent bénéficier doivent être informées sur le risque de dissection aortique pendant la grossesse et le risque de récidive. Donc, chez ces femmes, il faut faire une évaluation complète de l'ensemble de l'aorte avant la grossesse, c'est-à-dire évaluer toute l'imagerie. Et surtout, chez les femmes de petite taille, il faut indexer le diamètre de l'aorte car il est très important. Excusez. On a un risque accru de dissection pendant la grossesse qui peut faire envisager une chirurgie prophylactique mais qui reste à discuter. Et l'effet de la grossesse sur la dilatation aortique n'est pas encore clair. Le diagnostic de dissection aortique doit être envisagé chez toutes les patientes présentant une douleur thoracique pendant la grossesse. Donc ici résumé les différentes pathologies avec le risque. À partir du diamètre. Dans le Marfan, par exemple, si l'aorte ascendante est supérieure à 45 mm ou 40 mm avec une histoire familiale de dissection ou de mort subite, la grossesse est à très haut risque, pour ne parler que de lui. Donc, les recommandations concernant les pathologies aortiques, il est recommandé chez toutes les patientes avec une histoire de pathologie aortique connue d'avoir un conseil sur le risque de dissection. Classe 1C, l'imagerie doit être faite chez toutes les patientes avant la grossesse
avec des conseils, des tests génétiques et des conseils. Un C également. Et chez les patientes avec une aorte ascendante entre 40 et 45 mm, il faut privilégier une délivrance par voie basse avec l'analgésie péridurale. Elle peut être privilégiée de AC. Chez les patients qui ont une aorte entre 40 et 45 cm, il faut penser à la césarienne. La césarienne doit être considérée, et la grossesse n'est pas recommandée chez les patients avec une histoire de dissection aortique. Elle doit être évitée au maximum, et si possible l'utilisation de l'ergométrie n'est pas recommandée avec les patients qui ont une dilatation de l'aorte. En cas de syndrome spécifique, il faut mettre la patiente sous bêta-bloquant, surtout en cas de syndrome de Marfan, classe de AC. Donc, à présent, les valvulopathies. Donc, les valvulopathies, surtout dans les cas de sténose valvulaire, c'est-à-dire les sténoses aortiques ou mitrales, le risque de décompensation est élevé. Si la sténose mitrale est modérée ou serrée, il faut envisager une intervention percutanée pendant la grossesse si les symptômes persistent de AC ou le risque est également élevé dans les sténoses aortiques symptomatiques avec intervention qui doit être faite avant la grossesse. En cas d'insuffisance valvulaire, insuffisance aortique, insuffisance mitrale, normalement le pronostic il est bon avec une fonction VG qui sera conservée. Il faut privilégier un traitement. Le traitement médical est recommandé en classe 1C et éviter la chirurgie pendant la grossesse. Donc chez les patientes avec une sténose mitrale, il faut comme d'habitude faire le conseil sur les risques de décompensation pendant la grossesse. C'est chez les patients avec une hypertension artérielle pulmonaire, on peut mettre les bêta-bloquants sélectifs en classe 1B. Les diurétiques sont également recommandés lorsque on a des symptômes de congestion, les symptômes de congestion. Une intervention est recommandée avant la grossesse si la surface mitrale est inférieure à 1 cm² et l'anticoagulation est recommandée en cas de fibrillation atriale ou de risque accru d'embolie. C'est les recommandations 1C. En cas de sténose aortique, l'intervention est recommandée avant la grossesse si les patients ont une sténose aortique sévère avec s'ils sont symptomatiques, si on a une FEVG qui est inférieure à 50% ou lorsque la patiente développe des symptômes pendant l'exercice 1C. Dans les cas d'insuffisance valvulaire, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut préférer le traitement médical et la chirurgie après l'accouchement. Un cas particulier chez les femmes enceintes, c'est les femmes porteuses de prothèses valvulaires. Les prothèses valvulaires. Donc, chez les femmes, les prothèses mécaniques sont d'excellentes pour performance hémodynamique avec une durabilité, mais avec une nécessité d'une anticoagulation qui peut entraîner une augmentation de la mortalité, de la morbidité fœto-maternelle. Les bioprothèses ont également un risque d'événement majeur accru pendant la grossesse. Tu as une détérioration structurelle, mais chez une femme jeune en âge de procréer avec un désir de grossesse, c'est plus recommandé d'utiliser les bioprothèses pour elle que les prothèses mécaniques. Mais le choix final du type de prothèse doit être fait après un échange approfondi avec la femme, soit un choix entre la bioprothèse qui est mieux chez les femmes jeunes et les prothèses mécaniques. Donc, si on a une grossesse avec prothèse mécanique, c'est classé OMS 3, risque très élevé. C'est une patiente à risque très élevé. Dans le registre ROPAC, qui est un grand registre canadien, ils ont démontré que 58% des grossesses menées à terme chez la femme porteuse, seulement 58% des grossesses sont menées à terme chez la femme porteuse de prothèse valvulaire, contre 119% chez les femmes qui ont une bioprothèse.
Donc les principaux risques sont liés au traitement anticoagulant. Donc s'il est sous-maximal, on peut avoir des thromboses valvulaires ou des complications hémorragiques s'il est trop élevé. Si le traitement anticoagulant est trop élevé. Il y a également un risque supplémentaire lié au dysfonctionnement prothétique et ventriculaire. Et la grossesse, il faut savoir que la grossesse augmente le risque de thrombose. Également, toujours dans le registre PROPAC, la thrombose valvulaire se produit sur 200 de grossesse. La thrombose valvulaire se produit chez 4,7% des patients avec la prothèse valvulaire, avec une mortalité à 20%. Pour le traitement, il faut savoir que le risque de thrombose est faible avec les AVK tout au long de la grossesse, que ce soit du 1er au 3e trimestre. Avec les parines non fractionnées, le risque de thrombose est élevé au cours du 1er trimestre et tout au long de la grossesse, avec le risque supplémentaire de thrombocytémie et d'ostéoporose induit par la CNF. L'HBPM est également associé à un risque de thrombose prothétique. Le risque de thrombose est également élevé lors des chevauchements entre les anticoagulations. Par exemple, si on veut chevaucher entre les antivitamines K, l'HNF ou l'HBPM, le risque de thrombose est élevé dans cette phase, ce qui fait que les chevauchements entre les anticoagulants doivent être faits en milieu hospitalier. Les AVK restent le meilleur traitement chez les femmes portant une prothèse valvulaire pour éviter la thrombose valvulaire, mais il faut informer la mère sur le risque des AVK pour le fœtus. Donc les cibles, les différentes cibles de l'INR en fonction des patients. On va prendre un exemple, par exemple chez une femme porteuse d'une prothèse valvulaire mitrale type Saint-Jude médical. L'INR doit être, c'est un risque faible, la prothèse Saint-Jude est un risque faible, donc l'INR doit être ciblé à 3 chez ces femmes-là. Pour prothèse mitrale avec une prothèse Saint-Jude, l'INR doit être fixé à 3. Donc ici c'est l'algorithme de prise en charge des femmes sous antivitamine K selon les différents trimestres. Ici, on va voir si la femme est avec une forte dose d'antivitamine K et si elle est enceinte, on peut continuer l'antivitamine K avec un INR au moins 2 fois par semaine, ou soit on l'admet à l'hôpital. On va switcher l'antivitamine K avec la CNF avec un contrôle du TCA qui doit être supérieur à 2 fois la normale, classe 2A, ou soit on peut également la mettre sous héparine à voie poids moléculaire avec un contrôle deux fois par jour des lentilles. Ça c'est le premier trimestre. Au deuxième ou troisième trimestre, on peut continuer les antivitamines K avec le même monitorage 2 fois l'INR par semaine, ou la patiente, si elle était déjà sous HNF ou HBPM, sa prise en charge doit être continuée à l'hôpital avec soit on peut la switcher soit à la vitamine, les antivitamines K, ou la garder sous HNF avec un INR qui doit être monitoré au moins 2 fois par semaine. À partir de la 36e semaine, la patiente doit être hospitalisée et on change les AVK avec l'HNF avec un contrôle du TCA qui doit être 2 fois la normale. Ça, c'est à partir de la 36e semaine. Il faut arrêter l'HNF 4 à 6 heures avant la délivrance et le réintroduire 4 à 6 heures après si la patiente ne saigne pas. Donc les recommandations pour les patientes avec prothèse valvulaire, il est recommandé chez cette patiente avant la grossesse, il est recommandé une prise en charge multidisciplinaire. Et chez cette patiente, il faut les prendre en charge dans un centre multidisciplinaire avec les AVK qui doivent être délivrés. Les AVK qui restent la meilleure option pour eux, avec un contrôle de l'INR de au moins 2 fois par semaine. Chez les patientes, la bioprothèse doit être
recommandé de AC chez les patientes jeunes et durant le troisième trimestre jusqu'à la 36e semaine d'aménorrhée, les antivitamines K les AVK doivent être considérés chez les patientes avec une forte dose de AC. Demain, nous allons parler de